On va donc maintenant écouter Dominique Bougerolles, qui est maître de conférence à Sorbonne Nouvelle, qui est juriste, spécialiste de la propriété intellectuelle, et qui va nous parler justement donc on souhaitait cette innovation. Donc merci Dominique d'aller sur ce terrain-là. C'est un terrain qu'on a très peu pu travailler tout simplement dans le cours du séminaire. C'est la question juridique. J'ai parlé tout à l'heure de la question économique, qui malheureusement est restée trop peu traitée probablement, mais là c'est un des angles morts. Voilà, c'était pas traité du tout. Donc la parole est à toi. Alors, c'est pas forcément très surprenant, puisque moi j'officie dans une université où peut-être le nombre de juristes se compte sur les doigts d'une main, ou peut-être deux, mais je suis même pas sûr. C'est vraiment un des efforts très particuliers qu'a fait l'UFR Arts et Médias et le département cinéma d'avoir une représentation de droit, disant que c'était une des dimensions importantes des activités qu'il pouvait y avoir au sein de ce département. Alors, quand on part du droit, évidemment, on part d'assez loin parce que je vais vraiment faire du droit. Donc, vous allez voir qu'on a une vision qui est forcément très déformée. Moi, j'explique toujours à mes étudiants que quand on fait du droit, le juriste ne voit le monde qu'à travers les notions, mécanismes et règles juridiques. Il n'y a que ça qui existe. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est, le monde tel que vous le voyez, le juriste, d'une certaine manière, l'ignore, dès lors que ça ne passe pas par sa manière de voir, lui, les choses. Donc je vais commencer par cette démarche-là, et on va voir que si on fait ça pour caractériser juridiquement les émissions de variété, eh bien, on va avoir un certain nombre de déboires. C'est que d'abord, dans je dirais le cadre dans lequel le colloque se passe, 1949-1987, il n'y aura finalement pas grand-chose. Il faut déborder pour qu'on puisse avoir des notions juridiques qui soient reconnues. Mais je vais quand même pas lâcher l'affaire, et donc je vais ensuite adopter une autre approche qui permettra quand même de parler des émissions de variété, mais vous verrez de manière peut-être moins directe, à partir de problèmes juridiques que pourraient poser les émissions de divertissement en général, parce que quand on est juriste, on ne choisit pas forcément les contentieux qui ont lieu, et ils n'ont pas forcément lieu sur des émissions de divertissement. Mais ils peuvent avoir lieu sur des émissions de jeux, des talk-shows, des choses comme ça. Donc j'essaierai de raccrocher à chaque fois et de dire pourquoi le raisonnement qui se tient là est quelque chose qui pourrait être tout à fait valable si ça s'était passé sur des émissions de divertissement. Et des émissions de variété en particulier. Alors, le plan que j'ai adopté sera vraiment celui de juriste, donc en deux parties et deux sous-parties. Donc d'abord, je vais rechercher la notion juridique d'émission de variété, et on la trouve quand on fait un travail avec une démarche que j'appelle déductive, c'est-à-dire qu'on va chercher des notions dans des textes. Il faut que le terme émission de variété ou quelque chose de très approchant apparaisse, et ensuite il faut qu'il y ait des règles qui s'appliquent à ce type d'objet. Sinon, ça n'existe pas. Et donc il y a deux endroits où c'est avéré. Je peux dire que les juristes ont pensé la notion d'émission de variété. C'est à propos des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles et celle de la rémunération des artistes-interprètes qui participent à des émissions de télévision. Là, les termes apparaissent et donc des règles vont être mobilisées. Et puis si on veut ensuite voir dans ce qui s'est passé de 1949 à 1987 d'un point de vue juridique, alors là, c'est beaucoup plus le désert, c'est-à-dire qu'on va voir, j'ai juste vu une occurrence et vous verrez qu'elle est très marginale. Et je n'ai pas vu d'autres moments où cette démarche déductive qui permet de partir des termes et ensuite de leur appliquer des règles, là c'est beaucoup plus complexe. Ça sera ma première partie. Et puis dans une deuxième partie, je partirai d'une démarche inductive, c'est-à-dire qu'en fait, je vais partir d'une réalité. Il y a bien des émissions de variété qui existent.
Alors on peut en discuter, de savoir leur périmètre, est-ce qu'il doit y avoir absolument de la musique, pas de la musique, qu'est-ce qu'on met, etc. C'est d'ailleurs très intéressant pour moi d'entendre les communications de ce matin, parce que ça m'a fait penser à une notion juridique qui est un rassemblement de choses autour d'un même objet, qui est le fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est ce qui permet de capter une clientèle, et dans le fonds de commerce, vous avez l'enseigne, vous avez un lieu commercial, vous avez des marques, vous avez éventuellement d'autres propriétés intellectuelles qui peuvent s'agréger. On les met tout ensemble dans ce qu'on appelle une universalité pour que cet ensemble soit traité un peu de la même manière. Donc ça ne m'était pas complètement, les présentations ne m'étaient pas complètement étrangères si je partais d'un point de vue strictement de juriste. Alors, dans cette recherche d'une notion juridique, je voudrais un peu expliquer la méthodologie pour que vous compreniez bien comment un juriste pense. Alors, ça va être un petit peu théorique, mais j'y tiens parce que c'est vraiment la manière de faire qu'ont les juristes. Et donc, je voudrais bien que vous compreniez comment un juriste pense le monde, et ici, avec cette méthode déductive. L'idée, c'est d'identifier donc une notion à laquelle on va pouvoir rattacher des règles. C'est ça qui est fondamental. Pour les juristes, il n'y a que ça qui existe. Et donc, d'abord, on va chercher dans ce qu'on appelle des sources juridiques. Alors, il y a des lois, il y a des règlements comme des décrets ou des arrêtés, ça peut être des conventions collectives, ça peut être des usages professionnels, et on va chercher la notion dedans. Et puis, alors, ça fait partie de ce qu'on appelle l'analyse structurale du droit. Il y a un présupposé, c'est-à-dire une sorte de condition, et puis ensuite un effet juridique. Et cet effet juridique, c'est assez compliqué parce que ça peut être une règle d'imputation, c'est-à-dire qu'il y a une notion, il y aura des règles précises qui s'appliquent à elle, mais aussi on peut penser en termes, il y a une notion et ces règles ne s'appliqueront pas à elle. Et donc, les deux sont possibles. Et on va voir d'ailleurs des exemples de chacun. Il y aura une règle de non-imputation, une règle d'imputation. Non-imputation pour les quotas et imputation pour ce qui est de l'émission de variété dans le cadre d'une convention collective de travail. Alors, on va regarder d'abord la question des quotas de diffusion d'œuvres audiovisuelles. Grosso modo, si on simplifie, la règle, c'est que les émissions de variété vont être exclus de la comptabilisation des quotas de diffusion qui sont imposés aux chaînes de télévision hertziennes. C'est-à-dire que dans le cadre de la réglementation de la loi du 30 septembre 1986, il est imposé qu'on va orienter les programmes vers certains programmes, justement, qui sont considérés comme plus importants que d'autres. Des fictions, des choses comme ça. Et d'autres parce qu'ils sont considérés culturellement moins importants, parce qu'économiquement, ils sont peu chers à produire, etc., on va les écarter. Et donc, l'article 4 nous dit la liste de tout ce qui va être écarté de cette comptabilisation des quotas. On a donc cette liste qui nous dit que constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants. Les œuvres cinématographiques, alors après ça a été de longue durée, parce que ça c'est un autre régime qui est différent, donc on les écarte, c'est pas le caractère culturel qui est en cause. Mais les journaux et émissions d'information, les variétés, les jeux, les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, les retransmissions sportives, les messages publicitaires, le téléachat, les messages d'autopromotion d'une chaîne pour ces programmes et les services de télétexte. Et donc, la règle va s'exprimer de la manière suivante. Si une œuvre est qualifiée d'émission de variété, alors la diffusion ne sera pas prise en compte dans ce quota. On va prendre un exemple parce que là, on a discuté, les juristes ont discuté de ce qu'était une émission de variété à propos d'une émission qui s'appelle Graines de Star, qui était diffusée sur M6. Donc cette émission, c'est une émission de télécrochet. Et en fait, elle a été produite par M6 d'une double manière. Une première manière était une émission en studio.
Puis ils se sont rendus compte que ça posait un problème, c'est que ça rentrait vraiment pas dans les programmes, le CSA ayant rendu une décision indiquant qu'on ne pourrait pas la comptabiliser dans les quotas. Donc ils se sont dit, on va faire comme un spectacle, captation d'un spectacle, et donc ils ont mis ça dans une salle avec du public payant, et ils se sont dit, là on va être comme une captation de spectacle audiovisuel, et ça rentre dans les quotas. Et la question était, mais est-ce que ça va marcher quand même? Et le CSA a dit, non, ça ne marche toujours pas. Ils ont donc agi contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et devant le Conseil d'État, qui est la juridiction compétente pour ça, et voilà ce qui est dit. Alors, je vous donne le considérant, parce que j'aime bien qu'on lise un peu du droit, et là c'en est. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'émission Graines de Stars met en scène des artistes débutants parrainés par des vedettes confirmées, que d'abord réalisée en dehors de la présence du public, l'émission a ensuite été adaptée pour être enregistrée dans des conditions se rapprochant d'un spectacle vivant, dans une salle de spectacle en présence de spectateurs qui avaient acquis un droit d'entrée. On revient presque à l'origine de ce qu'étaient ces spectacles de variété tels qu'on nous les a présentés. Qu'en estimant que l'émission ne se rattachait pas moins à la catégorie des variétés, en vertu de l'article 4 du décret du 17 janvier 1990, elle ne pouvait de ce fait être regardée comme une œuvre audiovisuelle, et donc le Conseil d'État confirme. Et dans le processus de travail du Conseil d'État, il y a une personne qu'on appelle le rapporteur public, qui est une personne indépendante, qui s'appelait à l'époque le commissaire du gouvernement, donne son avis, et les juges peuvent suivre ou non son avis. Et là, le rapporteur public a donné 2 critères pour qu'il y ait une émission de variété. Il dit elle doit être conçue essentiellement pour la télévision, ce qui veut dire que la captation d'un spectacle, ce n'est pas une émission de variété. Et là, ils ont considéré qu'en fait, c'était un subterfuge, c'est-à-dire qu'on avait mis, M6 avait mis ça en place, mais c'était simplement pour contourner le fait de ne pas être comptabilisé comme une œuvre audiovisuelle, et diffuser un spectacle avec des numéros musicaux et des attractions diverses. Donc on a une définition qui est donnée. Je passe maintenant à une règle d'imputation cette fois. Donc la règle d'imputation, c'est si une œuvre est qualifiée d'émission de variété, alors, et ici la règle c'est, l'artiste-interprète qui participe percevra un montant minimal spécifique de rémunération pour ses heures de répétition, à la fois pour son enregistrement et sa prestation. Et là, c'est la convention collective des artistes-interprètes engagés dans les émissions de télévision du 30 décembre 92 qui nous dit que l'émission de variété se définit comme une émission faisant appel à des prestations d'artistes-interprètes dans des conditions autres que pour les émissions dramatiques, lyriques ou chorégraphiques. On a donc une définition, et si on est dans une émission de variété et qu'on est artiste-interprète, alors on touche une somme qui correspond à la catégorie. Et donc on a bien cette règle d'une condition et d'un effet juridique. Donc là, vous avez des sommes différentes selon que vous participez à une émission dramatique, une émission lyrique ou de variété. Et puis s'il y a des discussions, ça peut aller devant le Conseil de prud'homme ou éventuellement être discuté par une commission paritaire qui gère ceci. Alors maintenant, on va quand même, puisque l'idée était de réfléchir à la notion juridique d'émissions de variété entre 1949 et 1987, là, c'est beaucoup plus difficile parce que je n'ai pas trouvé grand-chose. Parce qu'en fait, la télévision change au milieu des années... Enfin, la législation change énormément au milieu des années 80, à la fois pour le droit d'auteur, à la fois pour la communication audiovisuelle, pour le fait qu'un compte de soutien est créé pour les œuvres audiovisuelles. Et donc, tout ça se met en route, mais les décrets d'application, les mises en pratique se font après. Et en fait, avant 87, il n'y a pas grand-chose. Donc, la seule chose que j'ai trouvée, mais je ne dis pas que j'ai la science infuse et qu'il y a peut-être d'autres éléments, c'est l'article 40 du cahier des charges de la société FR3, donc France 3 maintenant,
qui prévoit la stipulation suivante, ou la disposition suivante, les programmes nationaux de la société, donc FR3, ne comportent ni production à grand spectacle, ni émission de music-hall centrée sur des vedettes nationales ou internationales. En revanche, la société peut, dans la limite d'une heure hebdomadaire en moyenne, programmer des émissions de variété à caractère régional ou local. Donc une interdiction pour France 3 ou FR3 de montrer autre chose, montrer des émissions ou de faire des émissions de variété autres des émissions de variété locale ou régionale. Et alors, pourquoi je considère que c'est bien une notion juridique, c'est sûr, elle est dedans, elle est dans un texte, mais son effectivité est très faible pour des raisons qui sont, je dirais, méta-juridiques, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas lié vraiment au droit, mais quand on regarde à l'époque, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez 3 chaînes publiques, c'est l'État qui est actionnaire de ces chaînes, ils vont s'organiser entre eux, il ne va pas y avoir a priori de contentieux. On n'imagine pas TF1 ou Antenne 2 en train de se plaindre que FR3 aurait programmer des émissions de variété nationale. D'un coup, ça ne fonctionnera pas comme ça. Il faut que, en fait, pour qu'il commence à y avoir un contentieux, on le voit et on le verra dans les exemples que je donnerai après, en fait, il faut un peu une ouverture à la concurrence et qu'il n'y ait pas véritablement un périmètre où l'État arbitre et dit à chacun ce qu'il doit faire. Ces cahiers des charges, c'est ce qu'on appellerait, nous, du droit mou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'effet juridique très net à ce type de texte. Et donc, moi, je n'ai pas de connaissance de contentieux lié à ça. On va donc passer maintenant à une autre manière de penser, puisque, en fait, sinon, ma communication s'arrêterait, je serais bien en avance, puisque là, d'un point de vue strictement juridique, je dirais que j'ai fait le travail. Il y a des notions juridiques, mais elles sont après la période considérée ou de manière très marginale. Alors si je voulais quand même dire, parce que j'ai essayé d'aller un petit peu au fond, il y avait des conventions collectives avant 1992. Il y en a une de 1977 et une autre de 1983. Elles sont des conventions qui n'ont pas été étendues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un arrêté ministériel qui l'a appliqué à tout le secteur. Ça veut dire qu'elles sont restées uniquement entre les signataires. Et ces signataires, ce sont les chaînes de télévision avec des syndicats d'artistes-interprètes et éventuellement, je crois qu'il y a une entreprise ou privée ou 2 qui sont signataires. Et donc ces textes, ils sont nulle part. En fait, ils sont chez les syndicats, donc il faut aller pouvoir les voir. Ils ne sont pas sur Internet, ils ne sont pas diffusés. Alors j'ai, par une thèse, vu un peu la substance de la Convention de 77. Il n'y a absolument rien sur la distinction qu'il pourrait y avoir avec variété. Et celle de 83, alors j'en ai entendu parler parce qu'il me semble qu'une fois j'avais été au CSA à l'époque et ils en avaient un exemplaire, mais je n'ai pas eu moi l'occasion de regarder dedans. Je serais assez étonné qu'il y ait quelque chose concernant ceci. Alors on va aller vers ceci. Alors, la démarche inductive, c'est de dire ça existe, c'est un fait, c'est une réalité, il y a des émissions de variété et le juriste va essayer de penser à partir de ça. Et pour ça, on peut penser à partir de définitions qui ne sont pas juridiques. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que les émissions de variété à partir d'autres sciences sociales ? Ce que je me suis rendu compte en travaillant là-dessus, c'est que c'est évidemment un peu problématique. C'est que, visiblement, c'est une notion qui n'est pas un genre, qui n'est pas absolument dans le marbre, il évolue, il est plus ou moins évident, et donc j'ai pris l'entrée de Isabelle Vermasson dans le dictionnaire historique de la radio et de la télévision, qui dit cette catégorie purement audiovisuelle, affichant sa diversité dans son étymologie même, c'est-à-dire que c'est un programme composé de plein de choses. Et Laurent Gervereau va même un peu plus loin, c'est un genre bâtard par définition. Il agrège des éléments de nature très différents. Parfois leur succession, c'est-à-dire l'établissement du programme, éclaire la suite narrative recherchée, donc ça fait une sorte de continuité, comme au cirque, où c'est le présentateur, donc l'animateur, qui va lier l'ensemble. Donc il y a vraiment... donc c'est quelque chose de très flou. Et puis il y a des gens qui, comme Alice Norblin dans un travail de mémoire, elle dit il faut absolument de la musique. S'il n'y a pas musique, je l'ai entendu ici, il n'y a pas variété.
Là-dessus, pour le juriste, il ne va pas être l'arbitre de ça, parce que là, il n'y a pas d'enjeu juridique pour lui. Il va simplement essayer de comprendre. Alors, la définition sur laquelle moi j'ai réfléchi pour essayer d'agréger des problèmes juridiques qu'il pouvait y avoir, c'est celle qui est donnée dans un fascicule du Jurist Classeur, donc par un juriste, mais qui n'a pas de vocation juridique. C'est les émissions de variété sont des émissions de plateau, et je trouve que c'était important ça, plateau, parce qu'en fait, l'émission, ou un film enregistré, va avoir une autre logique. Ce sont d'autres règles juridiques, c'est un autre milieu professionnel, il y a d'autres enjeux, et par conséquent, une émission de plateau, c'est important. Mais elle doit être destinée au divertissement, parce qu'un journal télévisé, c'est une émission de plateau. Et donc, il y a bien un animateur qui l'a, et on ne peut pas le traiter de la même manière, parce que là, le but n'est pas le même, et là aussi, je pense que c'est un intérêt sur le terrain juridique. Que la destination, l'objet, va avoir quand même un élément qui permet d'agréger des problèmes. Et puis, à l'intérieur, il peut y avoir alors plein de choses, des interprétations de musiciens, de chanteurs, des interviews, des jeux, des spectacles, des attractions. Et donc, à partir de ça, j'ai essayé de faire une petite cartographie des questions juridiques qui pouvaient se poser à partir de problèmes juridiques qui avaient fait l'objet de contentieux. Et donc là-dessus, j'ai identifié certaines choses et ça m'a permis d'un peu réfléchir. Premier élément, première question qui peut se poser, c'est celle de la protection des idées de ces émissions de plateau ici, parce qu'il n'y a pas dans la période donnée, 49-87, je n'ai pas de questions liées à une émission de variété. J'en ai plus tard, mais je ne peux pas les utiliser, puisque là, je suis lié par le fait que je me suis dit, il faut que ça rentre dedans. Et donc, c'est l'affaire de Georges et Madame, mais c'est bien une émission de plateau, et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de regarder ce qu'il en était. Alors, en fait, les faits de l'espèce sont une Madame Gauthier qui va proposer sous une forme dactylographiée de 2 pages une émission qui va donc s'appeler, alors je me souviens plus le terme de l'émission qu'elle avait, où elle présentait une émission qui concernait, je dirais, la vie d'une femme à travers un certain nombre de rubriques. Elle avait listé 20 rubriques, les enfants et les adolescents, la beauté, la cuisine, les sorties, etc. Et quand, en fait, Armand Jameau produit l'émission Aujourd'hui Madame, dans les années 70, elle a proposé à l'ORTF son synopsis quelques mois avant. Et elle dit, c'est quand même un peu fort de café. Et donc, elle va assigner, elle va prendre son courage à deux mains, assigner en justice l'ORTF, d'abord donc devant le tribunal de grande instance, et puis ensuite on a, nous, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Et ce qu'elle montre, c'est que ce qui est très souvent le cas, c'est que ces projets d'émission, ils sont insuffisamment développés. Il n'y a pas assez de choses. Aujourd'hui, quand on voit maintenant la question des ventes de format, en fait, le format, c'est pas vraiment l'idée qu'on vend. Parce que ça, c'est pas protégeable par le droit d'auteur. Le droit d'auteur ne protège que la forme d'expression originale, c'est-à-dire qui porte l'empreinte de la personnalité. Mais ce que vous vendez, c'est un décor. Vous vendez tout un ensemble visuel et toute une structure qui fait que là, éventuellement, du droit d'auteur a lieu. Puis elle aurait pu agir sur le terrain de la responsabilité civile en disant qu'il y avait une faute de l'ORTF à avoir accepté son projet, puis finalement, quelques mois après, avoir fait une émission assez proche. Mais il se trouve qu'on voit dans l'arrêt qu'elle a travaillé pour Aujourd'hui Madame. Et donc, d'un coup, elle aura du mal à voir un préjudice de ceci. Donc, tous les éléments sont considérés comme non adjoints. Ne lui permettant pas d'obtenir gain de cause. Il faut savoir que donc après, si on prend la période d'après, alors maintenant avec les jeux, avec un certain nombre d'émissions, il y a beaucoup de procès sur ces questions-là, sur ces questions d'idées. Autre élément sur lequel il y a une jurisprudence, mais elle est quasiment unique, oui, c'est celle de
du visage mystérieux. Il y a des jeux où il faut trouver un visage. Le Schmilblick était fait comme ça aussi. On a une espèce de photo un peu floue et puis on demande aux gens qu'est-ce que ça pourrait être. Et là-dessus, eh bien, il y a une circonstance assez intéressante, c'est que Antenne 2 utilise dans une émission ce procédé-là. Et la société Téléunion, qui est celle de Jacques-Antoine, considère que c'est un procédé qu'ils commercialisent eux, donc ils se rapprochent d'Antenne 2 et demandent à être payés. Au départ, Antenne 2 dit oui, et c'est pas très cher, par émission, je crois que, je sais plus, c'était quelque chose comme une centaine d'euros. Mais ensuite, Antenne 2 dit, mais on paye pourquoi en fait et ils refusent de payer. Donc, action en justice. Et les juges disent, pour qu'il y ait un contrat, il faut bien que chacun apporte quelque chose, et si vous apportez quelque chose qui n'est pas protégé, vous n'apportez rien en fait. Et donc il est logique que Antenne 2 refuse de payer, et c'est ce que va dire la cour d'appel d'Amiens, après qu'il y ait eu cassation, qu'il y a un procédé tout seul, ça ne vaut rien. Par contre, si vous vendez... le fait, par exemple, qu'ici, il fallait trouver le visage d'une personne et d'une personnalité. Si vous vendez le processus complet avec le visage de la personne et tous les éléments qui mettent en place le procédé, alors dans ce cas-là, le contrat est parfaitement valable. Ici, ce qui se passait, c'est que Antenne 2 avait pris ce procédé sans demander rien à personne et avait fait lui-même donc un montage avec une personnalité, il fallait la retrouver. Ça, c'était possible. Par contre, si on vend un procédé avec le visage et des éléments donc de couleur, de choses comme ça, là d'un coup, il y a possibilité de payer. Alors le temps va extrêmement vite. Il y avait plein d'autres problèmes qui se sont posés sur le statut du réalisateur, sur le dépôt de marque, sur une question que j'ai trouvée absolument moi passionnante. Guy Lux, qui est un vrai pourvoyeur de contentieux, va demander le statut d'artiste-interprète. Parce que, alors, il considère que dans les émissions, il est plus qu'un animateur, il met sa personnalité dedans et donc il voudrait des sommes en plus. Et il participe à un sketch de Coluche dans son émission Système 2, je crois. Et il dit, vous voyez, je suis dans un sketch. Les gens qui font le sketch, ils ont et qui participent au sketch, ils ont des droits et des droits d'auteur et des droits d'artiste-interprète. Moi aussi. Et là, on a ces discussions-là, mais je pense qu'il appellera plutôt des questions-réponses, parce que là, je n'aurai pas le temps de le présenter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. Ça, effectivement, alors on voit bien que tu as été pris de court par notre invitation et tu es donc en fait limité par le droit lui-même. Donc c'est intéressant de voir que cette notion-là, finalement, elle est très peu présente, alors qu'en fait les émissions de variété continuent d'exister. Et donc là, t'es pas allé sur l'hyper contemporain, mais en même temps, les seuls textes que tu as trouvés, ils sont quand même après notre période, oui. Alors que on l'a vu. Un tiers des programmes, c'est une production gigantesque. On parle de milliers d'heures, en fait, ou de dizaines de milliers d'heures, mais il faudrait compter combien ça fait. Et ça veut dire que sur cet ensemble-là, finalement, il y a pas eu, ça veut dire qu'il n'y a pas eu tellement de contentieux, alors qu'on est face à il y a des questions juridiques en fait qui sont liées tout simplement au contrat. Il y a énormément de contrats qui sont passés entre des artistes, des sociétés de production, et en l'occurrence, on est resté sur l'audiovisuel public. Mais effectivement, il y avait des contrats qui étaient faits par la RTF puis l'ORTF. Donc, ça veut dire que globalement, toi, tu n'as pas retrouvé dans la... Oui, il y a des contrats, donc il y a du droit. Simplement, moi, je n'ai pas les contrats. Et les juristes, ils ne pensent que quand ça ne va pas.
Mais ça veut dire que c'est rarement mal allé, c'est ça que je veux dire. Pardon ? C'est rarement mal allé, parce que sinon, t'en aurais eu tout le temps. Parce que c'est très homogène. Et donc, quand vous avez que l'ORTF qui passe des contrats, il n'y a pas de grande chance qu'il y ait du contentieux. Parce que d'abord, si vous faites un contentieux à l'ORTF, ça veut dire qu'après, vous ne travaillez plus. C'est assez simple. Donc ça, c'est pas juridique, c'est méta-juridique. C'est-à-dire que il y a un moment où il faut bien savoir si cette dame Gauthier, par exemple, c'est très étonnant qu'elle ait agi parce que, franchement, c'est très inusité. Je suis sûr qu'il y a eu d'autres cas où des personnes se sont dit, mais c'est peut-être mon idée, ou c'est peut-être ceci, mais je pense qu'ils n'ont pas essayé parce que la réalité du droit, c'est souvent de faire comprendre, nous on prend connaissance des choses quand ça ne va pas. Et donc c'est à ce moment-là où qu'il y a la possibilité de réfléchir. Mais du droit, il y en a bien. Il y a bien des contrats qui ont été passés, très souvent assez informels. Quand on voit notamment, par exemple, c'est le cas pour Discorama sur les interviews. Alors, c'est un problème qu'a eu l'INA, mais en fait, on revient à l'origine. Il n'y a pas de contrat qui est fait sur le droit à l'image, par exemple, de Léo Ferré. Donc les héritiers, après, ils agissent en justice. Alors, ils ont une chance, parce qu'en matière de droit de la personnalité, c'est un droit qui est dit viager, c'est-à-dire que lorsque la personne meurt, on ne peut plus agir pour elle sur le droit à l'image. Il n'y a que elle qui peut agir sur le droit à l'image. Ses héritiers n'auront pas ce droit-là. Par contre, ils ont essayé d'agir sur le terrain de la qualité d'auteur de l'interviewé, c'est-à-dire... comme il a été interviewé 3 fois, dans Discorama, c'est de longues interviews. C'est un très bon client, Léo Ferré. Quand il parle, il est très authentique. Parfois il est provocateur, parfois il est énigmatique. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant à regarder. Mais est-ce que ça en fait le co-auteur de l'interview ? Les juristes sont obligés ici de penser ça. Et qui fait l'action ? C'est les héritiers. Au moment où Léo Ferré est encore vivant, je pense qu'il s'en fiche un peu. C'est pas évident que ce soit sa préoccupation première, parce que les artistes sont pas forcément ceux qui réfléchissent au droit. Alors ça change un petit peu, parce qu'il y a des avocats maintenant qui interviennent et qui éventuellement les contactent, mais où ils en ont, donc ils discutent régulièrement avec eux. Mais à l'époque, c'est pas le cas. Donc voilà, le droit il surgit pour nous quand ça va pas. Et donc c'est à ce moment-là qu'on le voit. Et avant, je dirais, la privatisation, le développement des entreprises qui existent de production privée, il n'y a pas d'action. Par exemple, une action TF1 contre Antenne 2, ça existe quand TF1 est privatisé. Alors là, oui. La nuit des héros et les marches de la gloire, pour savoir s'il y a ou non parasitisme économique ou concurrence déloyale. Là, parce qu'il y a de l'argent, de manière très nette, qui s'impose, ils sont en concurrence frontale, ce qui était une concurrence assez douce au moment lorsqu'il y avait en 1974 plusieurs chaînes publiques. Ça s'organisait entre eux d'une certaine manière. Voilà. C'est ça qui se passe, c'est cette réalité-là. Le droit, lui, il ne fait que suivre cette réalité. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une question ? Anna ? On pourra prendre qu'une seule question, je suis désolé. Oui, bonjour et merci. Vous avez parlé de Guy Lux comme roi du contentieux. Pardon ? Comme roi du contentieux, je crois. Guy Lux, oui. Alors, je voudrais signaler quand même qu'il y a eu, au milieu des années 60, justement, un moment où il y a eu des accusations lancées très fortement de plagiat, qui visaient justement une autre productrice, Michel Arnaud en l'occurrence, Guy Lux l'accusant d'avoir plagié son émission Le Palmarès des chansons, pour en faire une autre émission qui s'appelle Tilt Magazine,
sous prétexte qu'on trouvait un jeu, alors qu'on a vu tout à l'heure que le jeu faisait partie, en grande partie de la définition originelle. Mais bon, prétexte pris pour une querelle qui a duré très longtemps, qui a été relayée par notamment Télé 7 jours, qui en a fait toute une histoire. C'est devenu la petite guerre des variétés. Alors, effectivement, ça n'a pas dû aller jusqu'à saisir la justice, parce que, comme vous venez de dire, très justement, l'ORTF, ça se passe à l'intérieur de l'ORTF. Ce qui est intéressant, simplement, c'est que Albert Essner, autre producteur bien connu, a profité de cette occasion pour essayer d'obtenir de l'ORTF un statut de producteur qui n'existait pas et qui n'a d'ailleurs jamais existé tant que c'était effectivement l'ORTF. Donc cette querelle a quand même été importante, même si oui, suppose il n'y a pas eu de suite. Absolument. Et moi, pour travailler, effectivement, tous ces travaux d'historiens qui m'expliquent comment ça se passe à l'intérieur sont bien, parce que peut-être qu'il pourrait y avoir eu un contentieux, mais il faut qu'il soit publié dans des revues juridiques, par exemple. S'il est resté dans les archives du greffe, moi, je ne le connais pas. Donc, d'un coup, nous, on est quand même relativement aveugles comme juristes. Alors maintenant, on a plus de moyens parce que, à terme, toute la jurisprudence sera sur les bases de données. Sauf que c'est anonymisé, donc c'est pas toujours très évident de retrouver. Mais là, on peut vraiment moissonner et voir tout ce qui se passe. Là, moi, je n'ai dans les affaires que je présente que celles qui font l'objet d'une publication dans des revues, le Recueil d'Alloz, la Gazette du Palais, etc. Ça ne peut être que ça. Il n'y en a pas 36 de ces revues-là. Donc là, je serais intéressé parce qu'il y a bien, s'ils ont un différend, est-ce que ce différend n'a pas fait l'objet d'un traitement judiciaire ou d'un traitement judiciaire dont on n'a pas accès, nous, juristes? Ça peut être, les deux solutions sont possibles. Et je n'ai pas de réponse à ça.